Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur BFM2. On va prendre la direction de Damas en Syrie où nous attend l'envoyé spécial de BFM TV, Igor Saïri, avec Thomas Boutin sur place. Bonjour à tous les deux. En ce vendredi, on le sait, jour de prière hebdomadaire, jour important dans la communauté syrienne qui intervient quelques jours après la chute de Bachar al-Assad avec beaucoup de monde sur place, Igor. Oui, absolument. C'est un jour extrêmement important parce que vous l'avez dit, c'est un jour de prière, mais c'est pas n'importe lequel. C'est le premier vendredi de grande prière depuis la chute de Bachar al-Assad dimanche dernier. Et nous étions avec Thomas Boutin et avec Juan Palencia dans la mosquée des Omeyyades. Et la mosquée des Omeyyades, là non plus, c'est pas n'importe quelle mosquée, c'est la plus grande à Damas. C'est la plus vieille aussi. Elle a près de 8 siècles. Elle date du XIIIe siècle. Elle est magnifique. Elle est très grande, très belle. Et il y avait des milliers de personnes qui se sont rendues à cette grande prière. Alors d'abord pour prier, mais surtout pour fêter la victoire de la révolution syrienne, la victoire de la prise du pays, ou en tout cas une partie du pays, car l'Est de la Syrie est encore aux mains en partie par les Kurdes, mais aussi par quelques poches islamistes et notamment de Daesh. Mais toute cette partie-là de l'Ouest, de Alep jusqu'à Damas, eh bien, a été conquise par les groupes rebelles de HTC. Et tous les Syriens, hommes, femmes, enfants, seniors, sont tous venus prier et fêter cette victoire, la chute de cette dictature qui date de 53 ans. Ça a été un moment assez extraordinaire pour nous parce que d'abord, d'être en Syrie, d'être à Damas, après des années de guerre civile, après des années de djihadisme, c'était spectaculaire de voir combien les gens étaient heureux d'être entre eux, euh, être heureux de lever ce drapeau de la révolution syrienne, qui est aux couleurs de la Syrie, mais avec 3 étoiles au lieu de 2, comme l'était le drapeau précédent, 3 étoiles qui correspondent aux 3 districts du pays, le district de Damas, le district d'Alep et le district de Deir ez-Zor. C'est une unité, cette population actuellement, qui touche du doigt, qui sent cette liberté nouvelle pour d'ailleurs beaucoup d'entre eux qu'ils n'avaient encore jamais connue. Et vous avez été voir aussi, Igor, ce lieu symbole hein, de la répression de Bachar al-Assad, la prison de Saïnaya, ce lieu où beaucoup de familles hein, sont présentes pour avoir des nouvelles, notamment peut-être de proches qui s'y trouveraient. Oui, absolument. La prison de Saïdnaya a été comparée par Amnesty International à un abattoir humain. Certains disent que ça correspond à ce qui se faisait dans les camps de concentration de l'époque, au temps de l'époque nazie. C'est un endroit qui est lugubre, qui est à une trentaine de kilomètres de Damas. C'est un immense bâtiment, très soviétique quelque part, avec des dizaines et des dizaines de cellules. Et effectivement, avec Thomas Boutin et Juan Palencia, nous avons pu rentrer à l'intérieur. Et lorsque nous sommes arrivés, nous avons découvert qu'il y avait des dizaines et des dizaines de familles qui tentaient de retrouver un proche qui a été enfermé dans cette prison hein, qui a été ouverte à la fin des années 80. Des gens qui dormaient sur place, à même le sol, parce qu'ils avaient l'espoir qu'il y ait des geôles secrètes, des geôles cachées en souterrain et qu'ils puissent entendre une voix ou voir apparaître un proche disparu depuis des années, souvent depuis la guerre civile, depuis 2011. Il faut savoir que dimanche, au moment de la libération du pays, au moment de la libération de Damas, les groupes rebelles sont venus immédiatement libérer toutes les cellules, toutes les geôles de cette prison pour que les prisonniers retrouvent leur liberté. Mais ces familles que nous avons rencontrées hier étaient persuadées qu'il y avait encore des gens à l'intérieur en sous-sol. Et ce que nous avons découvert, c'est beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse et puis surtout des salles qui correspondaient à des salles de torture. Dans l'une d'entre elles, il y avait une scie à bois qui était censée couper les membres des détenus déjà morts. On a vu aussi également un pressoir, un immense pressoir que l'on trouve généralement dans des sociétés, des entreprises industrielles comme l'on a en France. Et bien là, d'après les témoignages, elle servait à écraser les corps pour s'en débarrasser le plus vite possible. Quelque chose d'extrêmement sordide et qui nous a emmenés ensuite dans un hôpital qui se trouve à quelques kilomètres de cette prison de Saïd Naya et dans lequel eh bien, plusieurs prisonniers ont pu trouver refuge pour être soignés en urgence. Et nous avons rencontré l'un de ces ex-prisonniers qui avait passé 5 ans dans cette prison de Saïd Naya, qui avait la tuberculose. Il était donc soigné, il prenait 14 médicaments par jour. Il était entouré de ses proches, de sa fille et de son fils. Et il nous a raconté l'horreur. Il nous a raconté qu'un jour, on lui a brisé le dos.
parce qu'il avait osé donner un médicament à un détenu qui était à côté de lui. Il nous racontait aussi qu'il a vu beaucoup de détenus mourir dans sa cellule. Il se faisait battre par les geôliers sans vraiment de raison apparente, de façon assez gratuite, assez arbitraire. Il nous a dit que le médecin de cette prison prenait un malin plaisir et en souriait de les battre toute la journée. Un témoignage extrêmement fort. D'ailleurs, devant les hôpitaux de Damas aujourd'hui, il y a énormément de monde qui vient tous les jours, du matin au soir, pour voir contre un mur la liste des noms avec certaines photos de détenus disparus en espérant les trouver à l'intérieur des établissements hospitaliers. Oui, un reportage complet à revoir notamment sur bfmtv.com évidemment. Alors la page donc du régime de Bachar al-Assad se tourne, Igor en Syrie, et donc désormais place en tout cas à cette coalition rebelle donc dominée par le groupe islamiste HTS. Quel avenir s'ouvre pour les Syriens sur place? C'est un avenir qui est encore incertain en réalité. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est que tous les Syriens que nous avons rencontrés, avec qui nous avons pu échanger, euh, sont heureux de toucher du doigt une liberté que certains, je vous le disais, ne connaissaient absolument pas. Il faut savoir que depuis 53 ans, ce régime de la famille Assad correspondait à de la torture, à un système répressif extrêmement puissant, extrêmement important, avec des renseignements généraux un peu partout dans la rue. Tout le monde était suivi. C'était une société littéralement paranoïaque et traumatisée psychologiquement. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'avenir de la Syrie. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ce groupe de rebelles, et notamment HTS, alors HTS ou HTC, HTS c'est pour la version anglaise, HTC c'est pour la version française, ce groupe de rebelles envoie des signaux positifs, envoie des signaux rassurants. Son chef, Abou Mohamed Al-Joulani, a déclaré à plusieurs reprises qu'il, par exemple, il voulait que la société syrienne soit libre, retrouve un petit peu de justice, ne s'en prenne pas aux minorités, car il y a beaucoup de minorités religieuses. Aujourd'hui, en Syrie, on pense aux Kurdes, on pense aux Alaouites chiites, on pense également aux chrétiens. Tous ces gens, eh bien, ne seront pas attaqués juste parce qu'ils ont une religion différente que celle de la religion musulmane. Mais tout est à faire, tout est à reconstruire en réalité. Tout le pays n'est pas libéré encore du joug des forces soit syriennes classiques, soit, je vous le disais, de certains djihadistes qui se trouvent à l'extrême est du pays. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'actuellement, il y a un ministre de transition qui a été nommé par Al-Joulani pour apaiser et pour apaiser la population et calmer les gens après ce règne de la dictature. Mais on ne connaît pas encore quel est véritablement le projet de société qu'a Al-Joulani aujourd'hui, quelle est l'image qu'il veut donner aux pays étrangers, aux pays aux alentours, à l'Iran, à l'Irak, à la Turquie, au Liban, à Israël. Tout ça, ce sont des questions encore en suspens. Mais en tout cas, il y a une volonté de reconstruire sereinement, avec le plus de liberté possible. Compliqué aussi de savoir quelle liberté auront les femmes. Toutes celles à qui on a pu discuter, en tout cas, ont beaucoup d'espoir de pouvoir retrouver une vie normale. Alors, il faut savoir aussi que la charia est appliquée dans la région d'Idleb, qui est le berceau de la résistance de ces groupes rebelles. Est-ce que la charia sera appliquée aujourd'hui partout en Syrie? Tout cela est encore un petit peu trop tôt pour le savoir, mais il y a beaucoup d'espoir aujourd'hui et il faut en profiter. Nous en profitons en tant que journalistes. Nous sommes très heureux de voir des journalistes occidentaux. Donc, pour l'instant, eh bien, ils profitent de ces moments si rares en Syrie depuis maintenant plus d'un siècle, plus d'un Oui, demi-siècle, pardon. on entendait les coups de klaxon quand vous étiez en direct depuis quelques minutes. Effectivement, merci beaucoup Igor Saïri, envoyé spécial de BFM TV sur place en Syrie à Damas avec Thomas Boutin et Juan Palencia. Merci beaucoup à vous. Effectivement, cette situation en Syrie qui sera au cœur d'une réunion du G7 en visioconférence réunie donc aujourd'hui pour examiner cette situation et l'avenir dans le pays. Et demain, la Jordanie accueillera un sommet sur la Syrie qui réunira ministres et hauts diplomates américains, européens, arabes et turcs pour examiner donc cette situation et l'avenir de la Syrie qui tourne, on le comprend donc progressivement depuis dimanche, la page du régime de Bachar al-Assad. Merci de nous avoir suivis sur BFM2 et restez bien avec nous. Un nouveau direct à suivre dans quelques instants.